Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre rendez-vous de géologie, je vous invite à prendre un peu de hauteur. Non, nous ne partons pas dans les Alpes ni au sommet de l'Himalaya. Je vous propose plutôt de réfléchir aux protocoles scientifiques d'expérience, de manipulation, de modélisation que vous pouvez voir sur Internet ou ceux que vous réalisez en classe lors des travaux pratiques de sciences de la vie et de la Terre ou encore de physique-chimie. Le plus souvent, les protocoles mis en œuvre fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils permettent d'obtenir relativement facilement des résultats reproductibles et concluants. Or, il s'agit bien souvent de trompe-l'œil, de leurres, car généralement, pour gagner du temps, les enseignants ne vous montrent pas les nombreuses fausses pistes, les nombreuses tentatives infructueuses ou encore les nombreux tâtonnements qui accompagnent l'élaboration de ces protocoles. On ne vous demande qu'exceptionnellement d'élaborer par vous-même des protocoles. Or, c'est tout le travail du chercheur de concevoir de A à Z un protocole rigoureux et si possible élégant, produisant des résultats reproductibles et critiquables. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple de la modélisation de la formation de cheminées de fées à partir de matériel disponible dans une cuisine. Les cheminées de fées font partie des formations géologiques les plus remarquables. Les géologues s'y sont bien sûr intéressés et ont rapidement trouvé une explication scientifique à leur formation. Ainsi, le géologue britannique Charles Lyell a notamment étudié les pyramides de terre de renom dans le Tyrol italien. Il explique dans son livre « Principes de géologie » paru en 1873 les portions de limon qui se trouvent protégées par une pierre contre l'action directe qu'exerce la pluie en tombant, se détache peu à peu et se sépare de la masse qui constitue le sommet du ravin. Si la coiffe de pierre est petite, elle ne tarde pas à tomber et la colonne se termine en pointe. Mais si cette pierre est large et d'un diamètre atteignant quelquefois plusieurs centimètres et même quelques mètres, la colonne peut acquérir une grande hauteur. Et de préciser par la suite, les colonnes, qui souvent demandent des siècles pour leur formation, paraissent capables de résister pour un laps de temps illimité. Stanislas Meunier, géologue français, présente quant à lui dans son ouvrage « La géologie expérimentale » publié en 1904, un protocole expérimental simple pour modéliser la formation de cheminées de fées. Je cite « L'appareil adopté ici n'est autre que la paume de l'arrosoir des jardiniers, dont les trous ont le diamètre et l'écartement convenables. » Et de préciser plus loin, l'étude de ces petits spécimens, si simple qu'il pourrait être superflu de les préparer, a un grand intérêt. Effectivement, il n'est pas compliqué de modéliser la formation de cheminées de fées avec un mélange de particules diverses par la taille, la forme et le poids. D'ailleurs, les autres modélisations disponibles sur Internet utilisent ce principe en rajoutant le plus souvent du mortier pour renforcer la cohérence des particules. C'est ce que vous allez d'ailleurs voir dans la vidéo de ma première modélisation, réalisée uniquement avec de l'arène granitique sur laquelle j'ai déposé un galet plat. Plein de confiance, je m'attelai à la recherche d'un protocole expérimental pour modéliser la formation de cheminées de fées en n'utilisant que du matériel disponible dans une cuisine et du sable, roche meuble et ô combien peu cohérente. Pour pallier à ce problème immédiatement identifié, j'ai, dès ma première tentative, cimenté le sable avec du sel. Malgré ma précaution, on constate que le pâté de sable s'effondre immédiatement dans toutes les directions. Qu'à cela ne tienne, je décidai immédiatement de reproduire ma manipulation en entourant cette fois-ci le pâté de sable cimenté par du sel d'une bordure en bois sur 3 de ses 4 côtés. Pour voir des colonnes se former, il faut avoir une sacrée imagination. On remarque surtout que les galets descendent verticalement pendant que le sable est emporté par les eaux de ruissellement. Le doute commençait à s'emparer de moi.
Tentant le tout pour le tout, je décidai de réaliser une nouvelle manipulation, en arrosant cette fois le pâté de sable cimenté par du sel, avec de l'eau elle-même saturée en sel, dans l'espoir que cela permettrait au sable de garder une cohérence relative plus longtemps, et de voir ainsi se former des colonnes sous les galets. Nouvelle déception. Bien qu'une colonne de quelques millimètres de hauteur se soit formée sous l'un des galets plats, il fallait se rendre à l'évidence. Les résultats sont trop peu concluants, voire ridicules. J'étais dans une impasse, prêt à tout abandonner. Mon salut arriva d'un atelier pâte à modeler réalisé avec ma fille quelques jours plus tard. En fabriquant serpents, pizzas et autres manchots en pâte à modeler, l'idée me vint subitement de modéliser la formation de cheminées de fées avec de la pâte à sel. L'espoir renaissait. Dès le soir même, je me lançai dans la fabrication de pâte à sel et la mettais le lendemain matin à l'épreuve de l'eau. Modélisation réussie, mais avec un goût très amer. Pour dégager ces deux cheminées de fées, il est vrai, très réalistes et esthétiques, plus de 120 litres d'eau avaient été nécessaires. Et une question me taraudait. Et le sable, il est où dans tout ça? Après réflexion, je me lançai donc dans une nouvelle tentative, avec cette fois-ci de la pâte à sable. Le sable comme ingrédient principal, un peu de farine comme liant. Une fois la recette élaborée, il me restait à tester ma pâte à sable. Après un premier test très peu concluant car la pâte à sable avait trop durci, j'obtenais enfin des résultats satisfaisants et reproductibles. Seulement 30 litres d'eau pour un résultat tout aussi esthétique et plus réaliste qu'avec de la pâte à sel. Ainsi, il m'aura fallu plus de 15 expérimentations réparties sur une dizaine de jours avec des protocoles évolutifs en fonction des problèmes rencontrés pour trouver enfin un protocole de modélisation donnant des résultats satisfaisants, reproductibles et critiquables. Comme vous avez pu le constater, le chemin de l'expérimentateur n'est pas une belle ligne droite. Il est fait de tâtonnements, de fausses pistes et d'échecs. Mais après tout, c'est bien en faisant des erreurs que l'on apprend, et l'histoire des sciences est jalonnée d'erreurs. En fait, l'important est de toujours trouver l'envie de rebondir et de persévérer, car comme l'a très bien résumé Harriet Jackson Brown, auteur américain, face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences scientifiques et d'ici là, restez curieux et prenez bien soin de vous.